Le grand-duc Margoulox te fait face, et l'air se fige d'un coup. Alors que sa puissance phénoménale se met à désagréger les murs du château tout entier, une énergie chaotique et instable apparaît au creux de sa main. Il s'avance vers toi d'un pas arrogant et moqueur, investi d'un pouvoir quasi divin, se délectant de la terreur qui parcourt ton esprit, comme celui de tes compagnons. Mais petit à petit, ton sang se met à bouillir d'une chaleur inconnue, et par ton incommensurable colère, la terreur se transforme lentement en une bravoure sans faille pour le combat et la victoire. Une aura de lumière s'empare de toi et ton corps se met à changer de forme. Kevin, je vais te demander de lancer un dé 100 pour déterminer l'ampleur de ta transformation. Ça va être extrêmement important. Ne rate pas. C'est parti. Oui, pour ça. Allez, Vas-y, Kevin, vas-y. Alors? Bah, j'ai fait 100, les gars. Transformation éclatée au sol. Comme le Gear 5 d'ailleurs. J'avais ça à dire. Fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. mais Attends, Kevin, attends, pourquoi tu attaques gratuitement le gars comme ça? C'est pas parce que t'as fait 100 que tu as le droit d'insulter la transformation, hein. Ouais, mais c'est mal exécuté, frère. Comme ma transformation. bon, messieurs, c'est le tour de l'adversaire. Tu as fait un échec critique, Kevin. On revient à la game. Allez. Non, 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 Oui, non, non. non, attends, Kevin, assume ta faiblesse, s'il te plaît. Mais non, 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 non. J'ai vidé mon sac. On va en parler, les gars. C'est quoi? Non, on va en parler. D'accord, ok, si tu veux. T'as décidé de nous saouler en plein milieu du boss fight qu'on attend depuis 4 sessions. Mais d'accord, on va faire une pause pour toi et on va parler du Gear 5. Merci. On va en parler maintenant. D'abord, petite présentation de One Piece pour commencer. Et oui, One Piece est une série de shonen créée par Eiichiro Oda. Elle est prépubliée depuis le 22 juillet 1997 dans le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump, puis regroupée en collection aux éditions Shueisha depuis le 24 décembre. Attends, t'es sérieux là? T'es en train de nous présenter One Piece? On est en Big 2024, tout le monde connaît One Piece. Mais les gars, c'est pour Non, la mais les... vidéo. Non, mes frères, ils croient qu'on vit dans une grotte. Eh, apporte les vrais pas, on a tout le temps. Direction Commence Kano. direct là. Ok, bon, ben puisqu'apparemment les gens veulent pas que je présente la vidéo et puis que... On va directement passer à l'arc Wano. On y va, on y On va. va aborder les vrais bails, mon ami. Donc l'arc Wano et Onigashima est un arc qui dans sa conception nous démontre que l'équipage a atteint son apogée. Mais il est doté de plusieurs niveaux de lecture en réalité. En fait, dans sa globalité, l'arc Wano fait surtout écho au Japon et à une période bien spécifique. On dirait une espèce de réécriture de l'ère Meiji au 19e siècle, sur le contexte de l'honneur autour du shogunat et l'industrialisation militaire qui vient détruire un petit peu tout ça. Kaido à ce moment-là tient le rôle d'un marchand d'armes semblable à une espèce de guerrier mongol qui vient de l'extérieur et de même on se souvient que la révolution Meiji fut provoquée par une puissance extérieure. On a plusieurs thématiques qui sont abordées dans cet arc narratif. On évoque des notions d'exploitation, de colonisation, ainsi que des questions sur l'idée de souveraineté légitime. À ce moment-là, le Fio Chapeau de Paille est un pirate qui prône la liberté et qui échappe à toute autorité du gouvernement mondial. Son arrivée à Wano amène un vent de libération et de révolte qui soulève les rancœurs, les désirs et les attentes d'une nation oppressée par son dirigeant. Justement, Kevin, tu vois, les Mugiwara, ils arrivent à ce moment-là de l'histoire dans un contexte bien précis. Ils souhaitent littéralement abattre un ennemi pour libérer tout le peuple de Wano qui est en proie à ces fameuses guerres civiles et à la domination d'un tyran, comme disait Andy. Et pour cela, ils vont devoir mener une alliance cosmopolite qui va être composée de minx, de samouraïs et de pirates pour arriver à la victoire. Cela va être illustré par le fait que dans cette guerre, les pirates du chapeau de paille, ils vont tous atteindre leur apogée. T'as quand même Zoro qui maîtrise Enma, l'ancien de l'âme, Oden, un héros du peuple. Tu as Sanji qui va enfin éveiller en fait son exosquelette de Vinsmoke. Tu as Nami qui obtient
enfin et pour de bon la propriété de Zeus. Franky fait littéralement des rois arrière sur Big Mom, à savoir une empereur, et t'as Chopper qui gifle Queen au KLM alors que c'est un commandant de Kaido. Donc forcément, le Gear 5, il intervient à une apogée pour l'œuvre et pour les personnages. Surtout qu'il faut symboliser visuellement le fait que Luffy va véritablement devenir un empereur et que son équipage va devenir dominant sur les mers. Et pour rappel, l'enjeu, c'est quand même la récupération d'un 3e poneglyphe, les faisant être le plus proche possible du One Piece. L'histoire avance vers son acte final, et pour cela, Luffy obtient le Gear 5 et devient donc le Joy Boy de la légende, ou autrement dit, ce fameux dieu Nika. Ok les gars, je vous entends sur l'intérêt vis-à-vis de l'équipage. Je vais même faire preuve de bonne foi. Je vais dire que je vous rejoins. Ok. Ah, bah oui. Mais à la base. Non. Mais à la base, mon problème c'est quoi? Bah je vais vous le dire. L'exécution de ce Gear 5 au but de ce qui nous dit dans l'arc, les gars. Je m'explique. Ah bah oui, faut nous expliquer là. Après ce que vient de nous énoncer Ruben, on est d'accord sur le fait que Kaido fonctionne en fait comme un gatekeeper vis-à-vis du Graal. Un gatekeeper? Ah T'es ouais. sérieux là? Tout de suite les grands mots. Bien sûr, on parle anglais ici. Attends, Ok. les récompenses, attendez les gars, vraiment, les récompenses sont tellement grandes, mais le mur tellement infranchissable. Oda nous décide une sorte de réécriture de David contre Goliath en fait, pour savoir qui est le plus proche du One Piece. Or, quand Luffy meurt dans l'affrontement, il est miraculeusement ramené par le pouvoir de son fruit du démon. Pourtant, Kaido, fort de son expérience dans la piraterie, ça date pas d'hier, hein, nous énonce qu'en dépit des éveils, les fruits du démon ne sont pas la réponse à tout, mais que c'est le pouvoir de la volonté qui a amené le roi des pirates au sommet. Malgré tout, Kaido perd la confrontation face à l'éveil du Gear 5 de Luffy. Il gagne avec l'éveil de son fruit. Certes, il a finalement appris à blesser Kaido avec le Ryo, mais en Gear 4, les gars, sérieusement, c'était pas suffisant. C'est l'éveil qui, en association avec le Ryo, fait la différence. In fine, sans l'éveil de son fruit, le Ryo n'aurait pas suffi. Ce qui contredit le propos de Kaido sur le fait qu'une volonté et un acquis suffisamment puissants sont les seules choses indispensables pour dominer le monde de la piraterie. Donc oui, le Gear 5, c'est pas si mal. Mais en soi, c'est une transformation de plus, les gars. Sérieusement, je vois pas en quoi cette dernière est si ouf, hein. J'en ai déjà vu plein d'autres au top. Et vous aussi, faites pas genre. Le problème, Kevin, c'est que tu t'attardes sur un élément et un combat, alors qu'en réalité, la transformation, elle fait sens avec tout ce que raconte One Piece depuis le début. Ah, attends. One Piece, c'est pas une histoire de pirates? Non, parce que je vois pas le rapport entre des pirates et le pouvoir des Toons. Sérieux, on dit. Oui, on me dit. C'est bien une histoire de pirates. Mais attends, je t'explique. Les pirates incarnent une figure de la liberté, aussi bien littérairement qu'historiquement. Cette idée d'incarnation de la liberté, elle remonte depuis au moins le XVIIIe siècle. Des travaux, comme celui de l'historien Marcus Rediker, avec son ouvrage Pirates de tous les pays, ou de David Graeber, avec son ouvrage Les Pirates des Lumières, les deux insistent sur cet héritage libertaire des pirates. D'ailleurs, c'est des membres des classes populaires qui décident de s'affranchir des lois et de la discipline des royaumes européens de l'époque. Donc oui, One Piece, c'est bien une histoire de pirates, qui sont opposés donc à un gouvernement autoritaire et obscurantiste. Le choix, il n'est pas anodin. La mort de Goldie Roger, elle provoque un vent de liberté, suivi d'une forte contestation de l'ordre établi. Le gouvernement mondial et la marine, et les défenseurs d'un ordre injuste et oppressant, sont submergés et répondent à cette piraterie par une répression sans merci. Ce sont littéralement les premiers moments du manga et de l'anime. Rappelez-vous de l'opening 1, les gars. De ce fait, les Mugiwara sont des libérateurs en étendant leur liberté au reste du monde. On le voit avec Wano, mais ça s'est fait précédemment, avec Dressrosa et encore Alabasta bien avant. La liberté de Luffy, donc, elle est pensée politiquement. Il cherche à être libre et ne se met en opposition avec des antagonistes qui touchent à sa liberté, mais qui touchent aussi à la liberté des autres. Oda a une approche collective de la liberté. En réalité, on n'est pas éloigné d'une vision de la liberté que partagent des théoriciens d'extrême gauche. Je vous donne juste un exemple avec l'anarchiste Bakunin
qui t'explique dans son ouvrage Dieu et l'État de 1871 qu'il ne conçoit le fait d'être libre uniquement si toutes les personnes autour de lui le sont. Le Gear 5, c'est donc la liberté absolue, car Luffy, il va jusqu'à s'affranchir de la logique même de son monde, d'où cette référence au Toon Power. Et en plus, il libère tout un peuple. Bon après, je dis ça, mais en réalité, on sait dans l'univers de One Piece qui sont les personnes qui libèrent réellement les peuples opprimés par ce gouvernement mondial, et ce sont Dragon et les révolutionnaires. Et on leur crache tous dessus, parce que tous sont des collabos, frère. Oui. Mais Collabo. Ah, mais attends, t'es malade. mec, calme. Ouais, c'est pas mon problème. On leur crache dessus. À chaque fois qu'on parle de politique, c'est toujours pareil, t'insultes des gens. Non mais mec, t'inquiète. C'est la même chose. Calme-toi. T'inquiète. Les informations, un jour, elles vont tomber. Et elles vont tomber sévères. Moi, je dis ça. Bah d'ailleurs, tu parles de la thématique de la liberté. Ça me fait penser à autre chose. Bon, c'est assez évident, mais on peut en parler. La thématique du rire, les gars. Parlons-en. La thématique du rire apparaît depuis le début de l'œuvre et atteint son pinacle lors du combat face à Kaido au 100 bêtes. C'est à la fois un moteur et un déclencheur pour Luffy. Protagonise son histoire. Le Di peut être perçu comme un smiley, d'ailleurs tous les Di meurent en rigolant. Nika, c'est le héros qui est censé rendre la lumière, le sourire et surtout le rire au peuple, qui ont été pris par le Gorosei lorsque ce dernier les a plongés dans les ténèbres de l'obscurantisme. Et ça tombe bien, parce que moi je suis un mec gaulerie à la base, donc Nika ça me parle. Kevin, d'où tes gauleries? Tu viens de nous apporter un vieux problème, là. Mais mes frères, ils descendent aussi, il faut me comprendre. Non mais attendez les gars, je vois qu'on part dans des discussions très alambiquées. L'auteur a clairement assumé qu'il voulait pas faire des trucs aussi prises de tête, hein. Je vois même pas pourquoi on part jusque-là. Au final, l'aspect léger de One Piece, c'est un choix totalement délibéré que l'auteur avait déjà justifié en 2022, hein. C'était lors d'une interview croisée avec le dessinateur Gosho Aoyama, dessinateur de Détective Conan. Attends, mais mec, t'es en train de m'expliquer que Détective Conan, c'est toujours d'actualité, là? Et ouais mec. Ah ouais, bon, ok. Ok, excusez-moi, Pabo, je savais pas qu'il était chaud, d'accord, ok, on t'écoute. Non, t'inquiète, hein. Justement, les gars ont fait une interview à savoir mais qu'est-ce que ça fait d'avoir créé un manga aussi long? Et Oda a clairement dit je fais pas des trucs aussi longs que ce gars-là, donc. Tu m'étonnes. Et du coup, les deux mangaka justement ont donné cette interview à l'occasion des 25 ans du manga One Piece. À l'occasion, Ichiro Oda aurait dit je déteste le côté trop sérieux des mangas. Je ne veux pas que mon manga soit trop sérieux. Alors je me suis amusé à faire le combat contre Kaido. Après, je pense que c'est à nuancer. Parce que quand tu vois ce qui se passe avec Kuma, avec les révolutionnaires, Sabo, la rêverie... Mais... Bref, One Piece c'est chaud. Oh, bah, ok, dans tous les cas, quelle que soit ta façon de lire et d'interpréter One Piece, le Gear 5, il colle de ouf avec le scénario. C'est une transformation qui fait sens avec l'œuvre. Tu peux rien dire dessus, Kevin. Eh oui. Ok. Mais il y a une transformation encore plus iconique, parue 40 ans plus tôt. Et on la connaît tous très bien autour de cette table. Le Super Saiyan, les gars. Ah, c'est bon, il m'a saoulé. Et qui est le vrai bail. Et je tape les gens au milieu. Et qui est tout. Tu sais, chacun, c'est chaud. Et qui est Freezer. Et moi. Et vraiment, Kevin, il faut que t'arrêtes avec ça. Jamais. Non, franchement, frère, il y a un moment, faut arrêter avec le Super Saiyan. C'est vrai. C'est C'est vrai que le Super Saiyan c'est la vie, tu vois. C'est méga stylé, moi j'adore. Et le Gear 5 est au top, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les deux sont au même niveau, sérieusement? Je pense que faudrait se rappeler comment le Super Saiyan a introduit parce que c'est quelque chose de très particulier. Souvenez-vous que dès le début de Dragon Ball, on ne connaît absolument pas le background de Goku avant la partie Z, hein. Il est impossible, durant toute la première partie du manga, de définir son espèce. Il est systématiquement caractérisé comme un alien, une anomalie, et il possède des facultés hors du commun. C'est-à-dire que Goku, en fait, c'est le seul gars qui ressemble à un humain sur une planète avec des chiens et des cochons. Mais c'est lui l'extraterrestre.
Et il y a seulement à l'arrivée de Raditz, puis de Vegeta et de Nappa qu'on découvre les éléments de réponse sur ses origines. Ce que sont les Saiyans, leurs activités, leurs traditions, ainsi que l'existence de l'Empire intergalactique de Freezer. Ce dernier étant responsable du génocide des Saiyans, puis des Namek. Mais bon, c'est petit pour l'ami Freezer. Le combat entre Goku est alors présenté comme une prophétie de vengeance dont Goku est l'élu, et ce au détriment de Vegeta qui est resté le seul porteur de la fierté de son peuple qui n'existe plus. Oui, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le Super Saiyan fonctionne, les gars? Dans un premier temps, à cause du storytelling. Parlons-en, je veux dire, le build-up sur toute la narration de Namek est incroyable. Côté. Namek, frère, ah ça c'était les bons temps, Namek, Namek. c'est la vie. Mais comment je dis? Non, cet arc qui permet de répondre à toutes les questions qui entourent Goku, et cela en suivant l'histoire principalement du point de vue de Vegeta. Un Saiyan est en pleine conscience de ce qu'incarne ton espèce, mais qui est encore à ce moment-là, il faut le rappeler, un antagoniste de la Team Z. Ensuite, littéralement l'histoire, un point de vue d'un méchant, c'est génial. Sa foi quasi biblique, mêlée à son obsession envers le Super Saiyan, nous font comprendre que c'est l'avènement de ce mythe qui sera l'élément de l'intrigue permettant de vaincre Freezer. Le manga devait d'ailleurs s'arrêter avec l'arc Namek, les gars. Mais l'œuvre a dû se poursuivre, étant victime de son succès. De fait, Toriyama a dû rapidement démystifier la transformation pour en faire d'autres par la suite. Je veux dire, chaque boss de fin fait face à une transformation différente. Mais cela signifie qu'au départ, le Super Saiyan devait être la transformation finale dans le dernier arc du récit. Là où le Gear 5, probablement pensé comme étant aussi la dernière transformation de son œuvre, on verra, arrive visiblement avant la fin du récit. Enfin, de tête rapide, hein, les gars. Egghead, Elbaf, Rockstar, Loftail, probablement la guerre finale face au gouvernement mondial. On est déjà à plus ou moins à 5 arcs, les gars. Franchement, ça pourrait être pénalisant de sortir une transformation finale aussitôt. Mais on verra ce que ça nous prépare pour la suite. Dans un second temps, on peut aussi rapidement aborder le Chara Design. En effet, les deux transformations se rejoignent. Hein. Il y a la volonté de faire simple et épuré. Les cheveux passent de brun à blanc en manga. Bon, la couleur jaune étant choisie pour Super Saiyan dans l'animation. Mais même là, ça marche en vrai. Enfin, le doré, c'est un canal divin. Qui peut faire penser aussi à Mika, Dieu Soleil. Enfin, ça marche. Il y a clairement une volonté d'aller à l'essentiel dans les idées et les capacités du personnage. Je terminerai sur ce point. Goku, en devenant le messie de sa planète natale, embrasse les origines saines qu'il avait pourtant rejetées. Et ce faisant, réussit à mettre fin à la tyrannie de Freezer. La symbolique est forte. Ouais, surtout Non, Freezer, c'est un j'avoue, gros hein. raciste. Ouais, frère. Et puis, non, de toute façon, il est clair, le Super Saiyan, frère, c'est godlike. On est tout à fait d'accord. Mais si on rentre sur une comparaison des deux, il faut vraiment qu'on y aille jusqu'au bout alors. Bon, dans les deux cas, on a une résolution de l'intrigue qui va être apportée par l'intrigue elle-même, à savoir les deux transformations. Si on prend le Super Saiyan, on est face à un fusil de Chekhov qui est en construction sous-jacente durant tout l'arc Namek. Et oui, n'oublions pas que Vegeta, il a conscience dès le départ qu'il faut être au moins le Super Saiyan de la légende pour défaire Freezer. Du côté du Gear 5, il est possible d'observer une construction narrative similaire. Le Gear 5 peut aussi apparaître, comme vous l'avez dit les gars, comme une résolution narrative de l'arc, à savoir celle d'Onigashima. Toutefois, là où le Super Saiyan est prophétisé à chaque affrontement depuis le combat contre Dodoria, le mystère autour du fruit du démon de Luffy est noyé par les nombreux enjeux de l'arc. Deux têtes aussi. En dehors de la remarque de Kaido sur Gomu Gomu no Mi, au moment de l'affrontement, la volonté toujours de Kaido de devenir le Joy Boy, qui pop un peu de nulle part d'ailleurs, et l'histoire de Wuzwu quand il affronte Jinbei, l'avènement du Gear 5 est peu perceptible. Alors oui, on sait, Oda, il a tendance à distiller des éléments au cours de l'œuvre. On a tous lu l'arc Skypiea où il commence à donner les bases de la légende de Nika, ou encore on a vu la scène de Punk Hazard où Luffy dit comme par hasard « Je suis Benzoan » quand il s'adresse à Momonosuke. Ok, mais à force de diluer ses foreshadowing, le mystère et la complexité autour du fruit du démon de Luffy rend la révélation difficilement touchante et significative pour le lecteur. Et ça donne un sentiment d'arrivée tardive à la légende. Puis en vrai, Oda il avait de nombreuses occasions d'apporter beaucoup plus d'indices sur l'origine en fait du Gomu Gomu no Mi. Mais en plus, j'y pense, c'est pas la première fois que Luffy il fait quelque chose qui ressemble graphiquement à Goku d'ailleurs.
C'est vrai ça? Attends, quand on y pense, le Gear c'est pas juste le Kaioken. Euh, Ouais, moyen, les gars. Là, on parle plus de technique que de transformation, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il y a un autre comparatif assez pertinent à évoquer, par contre. Le parallèle entre les protagonistes respectifs de Goku et Luffy est intéressant à aborder selon moi. Freezer, à l'instar du Gorosei, est motivé par la crainte de voir son règne menacé à cause d'un guerrier annoncé par une prophétie. Freezer va donc supprimer les Saiyans à cause de sa peur de voir émerger la légende, bien qu'ironiquement, ce sont ses actions qui le feront apparaître. Hmm. Cependant, l'opposition entre Luffy et le Gorosei est beaucoup plus distante et floue que celle de Goku et Freezer. Alors que Gear 5 est véritablement présenté comme étant l'arme pour vaincre le Gorosei sur le plan idéologique. En soi, ce sont des stratégies différentes, mais toutes deux acceptables. L'une va au devant du problème et tente de l'éliminer à la source. L'autre souhaite le faire disparaître de mémoire d'homme. Après tout, comme disait le docteur Ileluc, on ne meurt vraiment que lorsque plus personne ne se souvient de nous. Le problème, c'est la manière dont la surprise est engendrée. Nous n'avions aucun moyen de relier le fait que le Joy Boy soit forcément lié au Gomu Gomu no Mi. Je veux dire la preuve, Kaido, qui ne savait pas non plus, a essayé de le devenir. Alors qu'en vrai, comme l'a dit Ruben, Oda a eu de nombreuses occasions d'au moins nous faire douter sur la nature du fruit. Pour que le lectorat devine, il faut avoir des pistes, sinon, ça donne une impression de cheveux qui tombent sur la soupe. Par ailleurs, en dépit de la stratégie choisie par le Gorosei, on peut trouver que Luffy use une trop grande liberté, alors qu'il incarne leur pire ennemi, et qu'ils en ont conscience. Je veux dire, à la suite de Enies Lobby, le gouvernement mondial n'a que très peu agi. Enfin, l'envoi d'un amiral aurait été le minimum syndical. De ouf. Pourtant, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, tenter de nuire à Nico Robin, et dès ses 8 ans, on le rappelle, juste parce qu'elle incarne la volonté d'Ohara d'en apprendre plus sur le siècle oublié, via le fait de savoir lire les poneglyphes, ne pas se retrousser plus les manches pour abattre leur némésis naturelle qu'est Nika, ça peut apparaître comme étant suspect. La volonté d'employer la méthode de l'obscurantise et de ne pas faire trop de vagues pour ne pas éveiller l'attention en espérant que Luffy n'éveille jamais son fruit, les gars, ça peut pas tout justifier, scénaristiquement, parlons. Hmm. De toutes les façons, en vrai, quoi qu'il arrive, et même si on met de côté cette histoire de la légende de Nika, réfléchissons 5 minutes. Fruit du caoutchouc, chapeau de paille, fils de dragon, protégé d'un empereur, ça brûle le drapeau du gouvernement mondial. Ça fait quand même beaucoup trop de raisons de venir prendre Luffy et de le mettre en prison. Merci, tu vois. Donc les gars, je veux bien qu'on dise que je suis de mauvaise foi, mais franchement, vous comprenez là où je veux en venir quand même. Je dis pas que le Gear 5 n'est pas cohérent avec l'histoire, loin de là. Je le kiffais tout de même. Mais il y a matière à discuter sur tout ce qui entoure le Gear 5 en fait. C'est vrai que si le débat sur l'éveil du dieu Nika a fait parler autant les personnages que les fans de One Piece, il a également, selon moi, permis d'approfondir les mystères de l'histoire d'Eiichiro Oda. Au final, bien que le Gear 5 soit une transformation qui fait sens, le timing et l'exécution auraient peut-être pu bénéficier d'un peu plus de pertinence. Par contre, le Gear 5 sera toujours une forme iconique, révélatrice des secrets de son œuvre. Après tout, quoi de mieux que le pouvoir des Toons pour assumer une liberté totale et un rire aux éclats. Mais il ne faut pas oublier non plus que d'autres transformations ont forgé notre imaginaire. D'autres héros se sont dressés contre le mal et ont redoublé de courage pour œuvrer à notre salvation. Bien d'autres guerriers ont laissé une trace indélébile dans les étranges chroniques de Yorukan. Non, man. Ça va ou quoi? Pourquoi tu te téléportes derrière moi? Ah, je suis fatigué. C'est bon. Problème avec la transformation. Problème avec OBS. Problème avec Discord. Problème avec les dés. J'ai fait 100, on le rappelle. Et Les je suis mecs, fatigué. les problèmes, c'est toi qui nous les apportes.
Mais non, j'ai juste apporté un débat structuré, fondé, intéressant, et j'ai Oui, eu un bah, 100. oui, Voilà. bah t'es mal débat, hein. D'ailleurs, il est où, l'ultime? Je sais pas. C'est vrai ça? Les gars, désolé du retard, mais j'ai chips, soda, pizza qui sera en cours de livraison, j'ai des sandwichs, bouquet de cochon, une pintade et une tarte citron meringuée. Quoi? Mais Yuti, t'es en retard, mon pote. Oui, mais les 7 boules de cristal, les 7 grands concerts, eh bien moi j'ai décidé de faire les 7 gros trucs à manger. Mais attendez, je vois pas l'écran du boss. Ah, euh, Ne me dites pas que c'est fini, c'est pas fini. Bon, alors en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas joué. Non. Bon, à la base, on était devant le final boss, tu vois, pour la partie qu'on prépare déjà depuis 4 sessions. Et puis, bah, on est parti dans un vieux débat, en fait, sur le Gear 5 parce que Kevin a fait un échec critique sur sa transformation. Bref, on n'a pas joué. Ah bon, la transformation, c'est son problème. Ouais, je sais L'échec pour lui. critique aussi. Mais par contre, j'ai toujours dit que le hater au fond du cœur de Kevin était mon gars sûr. Bon bah merci de m'avoir attendu grâce à ton cadavre. Euh, Par contre, ne dis rien, ne te fâche pas. Chut, 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 chut. Je vais remettre la paix et l'amour dans ton cœur en formulant une conclusion bateau, basée sur le fait que je n'ai strictement rien écouté de ce qui s'est dit. Voilà. Alors, on va essayer de rester dans le politiquement correct. Je dirais que l'affaire n'est pas tant de savoir si le Gear 5 est bien ou non, car même avec toute l'intensité de cette transformation, elle n'égale pas son prédécesseur, hein, et elle ne reparvient pas à représenter une forme finale comme le fait le Super Saiyan. Peut-être que c'est une question d'époque, mais au-delà de ça, l'auteur, il reste méga chaud. Il a mangé le fruit du magma de l'écriture. Hein? Mais par pitié, arrêtons de le renvoyer systématiquement ou de le comparer même à des BZ. Et d'ailleurs, parlant de légende, saviez-vous, eh ben non, vous saviez pas, Joy Boy est une légende caribéenne et on va devoir en parler.